Alors ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que apparemment c'est un sujet très ciblé. Vous voyez? On se dit, bon, ça va être très ciblé, c'est une niche culturelle, c'est une tribu gothique, comme il y a la tribu techno, la tribu rap, etc. Et en fait, on pense que donc c'est un sujet très ciblé, mais en fait, c'est un sujet qui on apprend beaucoup plus sur la société dans son entier. Parce que vous allez voir qu'on arrive sur des thématiques qui concernent la société de manière beaucoup plus générale. Et ça, c'est l'une des vertus de la sociologie, c'est de montrer que même les mouvements minoritaires sont traversés par des logiques majoritaires. Et en fait, les minorités nous en apprennent beaucoup plus sur les majorités qu'on ne pense. Étudier les punks, étudier les technoïdes, ça nous fait prendre conscience de logique majoritaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'écarter de la société. Et même les personnes qui veulent s'écarter de la société, comme parfois des gothiques, en réalité sont traversées par le conformisme. Ils se disent anticonformistes, mais paradoxalement, ils vont générer un conformisme dans leur anticonformisme. Et donc, en fait, ils sont toujours rattrapés par la société. On est toujours rattrapé par la société, c'est Aristote qui disait ça. L'homme est un animal social. Et donc, quoi qu'on fasse, on est toujours rattrapé par la société. Même si on veut être antisocial, peut-être c'est une chanson que vous connaissez de Trust, ou par rock français, même si on est antisocial, on est rattrapé par des logiques sociétales, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça qui est intéressant dans ce sujet-là, où vous allez voir que on va arriver très rapidement sur des sujets comme le conformisme, l'anticonformisme, comme l'antichristianisme, etc. Comme la défiance aussi, qui rejoint des problématiques très très actuelles. Alors le cliché qu'on entretient souvent sur les gothiques, ils sont tristes, ils sont suicidaires. Ils font des soirées dans des caves, dans les châteaux, à Vaux-le-Pénil par exemple en Île-de-France, dans d'autres châteaux médiévaux. Ils sont tristes, ils sont morbides, etc., etc. Or, en fait, quand on va dans ces soirées-là, on s'aperçoit que ça rit beaucoup et qu'en fait, ils ont une apparence qui les stigmatise, mais ils travaillent sur cette apparence. Et surtout, on pourrait dire que la logique qui les sous-tend, c'est cet entretien. J'accepte cette part sombre qu'on a tous en nous, je me construis à partir d'elle. Qu'est-ce que je peux faire avec cette part sombre, avec ces pulsions négatives, Eros et Thanatos, dirait Freud. Ce qu'on a de sombre en nous, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je vais essayer d'en faire quelque chose d'artistique. Mais là, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. C'est les mouvements artistiques depuis le début de l'art, on pourrait dire. Il y a une certaine sagesse tragique qui est développée par ces personnes-là, inconscientes ou conscientes. La vie est tragique. Tous les jours, il y a des assassinats, la mort est autour de nous, mais je vais essayer de me construire là-dessus. C'est le tragique des Grecs, en fait, tout simplement. Rien de nouveau. Hein? Et il y a aussi, dont je vous le disais, un caractère ludique de ces personnes-là qui rient beaucoup, même quand ils sont attachés, harnachés, et qui dévient, donc, comme vous voyez dans la photo de droite, vers le SM. Alors, ce qui dérange dans cette jeunesse-là, c'est des provocations parfois extrêmes, comme le cas de ce t-shirt-là, Fuck Me Jesus, d'un groupe de black metal suédois. Et très rapidement, on est déjà face à des questions larges, très vastes, du style jusqu'où on peut aller dans la provocation antichrétienne. Je vais vous parler d'une certaine banalisation de l'antichristianisme aujourd'hui dans les médias, avec plusieurs exemples. Et bien sûr, on se demande, est-ce qu'on peut faire la même chose avec Mahomet? Hein? Et on pense à Charlie Hebdo, on pense à des choses très très actuelles. Hein? Quand on parle de gothique, de métal, je ferai le distinguo entre les deux. Hein?
on associe très rapidement cette musique à Marilyn Manson, qui a un côté tapageur, bien voulu. C'est une égérie pour ceux qui ne connaissent pas le milieu, mais beaucoup de gothiques et de métalleux le refusent catégoriquement. Alors ce qui est intéressant, en tout cas dans sa trajectoire personnelle, il s'est intéressé au satanisme. Il a rencontré le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, qui s'appelle Anton LaVey, dont je vais vous parler. Puisque quand on parle de cette jeunesse-là, il faut faire des distinguos précis, des définitions précises, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dans les médias. Donc on fera un distinguo entre l'imaginaire satanique d'un côté et le satanisme de l'autre. Aujourd'hui, il n'a plus aucun rapport avec le satanisme. Il fait même plus du gothique ou du métal musicalement, il fait plutôt du rock simplement. Et il a conquis un public beaucoup plus large que la tribu gothique ou métal. C'est un people qu'on peut voir là avec son ancienne épouse Dita Von Teese. Alors c'est une subculture, et ça fait beaucoup de mal aux anciens, aux premiers gothiques, on va dire des années 70. Je ferai un petit historique là-dessus. Ça fait beaucoup de mal le fait de voir que finalement cette subculture a été récupérée. Mais comme toutes les subcultures, le gothique a été récupéré par Amélie Nothomb, par exemple, qui est fan de Marilyn Manson, qui a un look enténébré, on va dire, dark. Les gothiques se disent dark maintenant pour éviter le stigmate gothique. Subculture récupérée par le grand public, comme toutes les subcultures, qu'on s'en offusque, qu'on s'en réjouisse, c'est comme ça, l'économie digère tout, on a envie de dire. Jean-Paul Gaultier également, Mylène Farmer, Indochine aussi, le groupe Indochine, des gens qui s'habillent en gothique et qui ne connaissent pas du tout la musique. Et ça fait bondir les premiers gothiques, ceux qui écoutaient The Cure ou Joy Division. Jean-Paul Gaultier a fait des défilés gothiques. Et donc on entretient le cliché fait vendre dans les médias, une pub pour Le Figaro. Gothique, pas besoin d'être fan de leur musique pour analyser le phénomène. Alors on joue sur les clichés. Le gothique serait suicidaire, cadavérique. On voit la croix du chaos là, qui est un symbole ésotérique. Le gothique, la personne gothique en général veut choquer, veut avoir une lisibilité polémique pour remuer les consciences. Alors les amalgames, quand on parle d'amalgame, c'est surtout les profanations de tombes qu'il y a eu ces dernières années. Il y a une multiplication des profanations de tombes ces dernières années. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas cette tribu, on a tendance à dire c'est les gothiques qui profanent les tombes. Regardez, en plus, ils inscrivent des mots comme Satan sur les tombes. Et on va montrer des clichés comme celui-là. Or, en réalité, moi j'ai fait l'étude, j'étais sur le terrain, je travaillais sur les profanations de tombes, puisqu'il y a une mission anti-secte au gouvernement qui s'est intéressée à ça, qui a produit des rapports. Dans cette mission, donc j'ai fait un stage pour essayer de savoir est-ce que ces jeunes-là sont responsables. En réalité, pas du tout. Certes, il y en a certains qui s'égarent dans les cimetières, mais en réalité, il y a un trafic d'objets liturgiques qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, et on a pour preuve, donc trafic d'objets en marbre, de croix en marbre, et j'en ai pour preuve un homme qui, d'une cinquantaine d'années, qui était retrouvé sur une de ces stèles tombales, une de ces pierres tombales. Il a été retrouvé, il avait une crise cardiaque au moment où il volait une croix en marbre. Et donc on a la preuve qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce trafic et qui le mettent facilement sur le dos après des gothiques. Beaucoup de profanation de tombes, qui est un vrai problème. Elle a agi par ennui,
Une adolescente de 16 ans a reconnu avoir profané 22 tombes dans un cimetière du Doubs. Elle s'ennuyait pendant la fête du village. Donc vous voyez, l'amalgame est très très facile. Et beaucoup de journalistes, malheureusement, sont tombés dans le panneau. Il est vrai que c'est un phénomène, les profanations de tombes, qui sont en grande augmentation. Ça touche la Réunion aussi. La tombe du frère Scubilion a été profanée il y a à peu près 6 mois. Et ce qui était intéressant, donc, après cette profanation, c'est que moi j'enseigne à l'Institut de l'Image, au Port, qui n'est pas loin de l'école des Beaux-Arts. Et j'ai un de mes étudiants qui est métalleux, et il me dit, il y a eu cette tombe profanée il y a 6 mois, la tombe du frère Scubilion, et les gendarmes, illico, ils sont venus me voir. Moi qui suis en noir, métalleux, tout de suite ils m'ont demandé, alors, où tu étais tel jour, est-ce que c'est toi qui as profané la tombe? Vous voyez? Délit de faciès, ce qui n'enlève pas à la réalité de ce phénomène. 151 profanations antichrétiennes en 2007, 269 en 2008, 216 en 2009. Bon, c'est dommage, j'ai ma photo qui est partie. Bref, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est Peace Christ d'Andrés Serrano. Un crucifix qui est plongé dans un verre d'urine. Pour vous parler de la banalisation de l'antichristianisme dans les médias, dans l'art contemporain. Et pareil, est-ce qu'on peut faire la même chose avec Mahomet? Autre cas, Golgotha Picnic, création de Rodrigo Garcia. Il prêche pas la multiplication des pains, mais la multiplication des hamburgers. L'idée, c'est de revisiter les Saintes Écritures par une approche absolument impudique. Et vous le voyez donc vautré dans des hamburgers. Là, j'attends des questions je sais qu'il y a des profs d'école des Beaux-Arts du Port, et j'attends les questions et le débat avec eux, parce que c'est très très intéressant. Parce qu'en fait, finalement, derrière tout ça, il y a des questions extrêmes, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller sous prétexte de faire de l'art. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Est-ce que l'œuvre d'art, c'est simplement le moment où on dit « voilà, c'est de l'art ». Je mets un carré blanc sur fond blanc, voilà, c'est de l'art. Je fais quelque chose d'anti-chrétien comme ça, voilà, c'est de l'art. À quel moment on peut dire ça? Est-ce qu'on est dans l'art contemporain ou dans l'art contemporain? Comme certains se plaisantent là-dessus. Donc ça dérange des groupes catholiques, assez des provocations christianophobes, des groupes catholiques comme Civitas, Institut Civitas, très présents sur Internet. Plusieurs associations luttent contre ce qu'ils appellent la nouvelle christianophobie. Mais c'est des catholiques très particuliers, attention. Ce n'est pas du tout les catholiques majoritaires, c'est des catholiques très particuliers qui votent Christine Boutin, qui sont parfois anti-avortement, anti-IVG, et qui sont parfois des catholiques avant Vatican II. Donc ça fait remuer beaucoup. Donc ces personnes font des coups pour essayer d'arrêter les concerts de métal, les festivals de métal. Il y a aussi dans cette banalisation de l'antichristianisme l'exemple des Femen. Là on les voit à Notre-Dame de Paris. Toujours des actions coup de poing. Donc vous voyez que le métal gothique qui est apparemment très ciblé, s'intègre dans des problématiques très générales, avec une logique du toujours plus, du buzz, il faut toujours plus choquer pour se faire entendre, logique du clash, dans les débats TV qu'on voit actuellement. Vous regardez YouTube en ce moment, qu'est-ce qui marche? C'est les clashs. Le clash d'un tel contre un tel autre contre tel autre. On a l'impression que ce qui ne passe pas par les médias n'existe pas. On a des logos comme ça, qui se retrouvent en tête de beaucoup de sites, militants ou pas, des sites du Kidam ou de personnalités. Et là, il y a une très belle analyse que je vous propose de Régis Debray, le philosophe Régis Debray,
qui répondait à une question d'une revue sur Internet qui s'appelle Revue Média. Et cette Revue Média lui demande, Régis Debray, le fait que l'on puisse dans la presse française se moquer du pape, par exemple, mais jamais de l'islam ou du judaïsme, cela vous choque? Et il répond, le judaïsme est protégé par Auschwitz, le protestantisme par sa discrétion, l'orthodoxie par notre ignorance et l'islam par l'antiracisme. Et donc on prend sa revanche sur les cathos. C'est le bouc émissaire, le meilleur marché. Là, pas de danger de représailles. Il y a du 2 poids 2 mesures. Donc c'est une logique du buzz qu'on retrouve, entre parenthèses, dans l'édition aussi. Ce collectif-là, fier d'être pute, c'est notre actualité, l'actualité de notre société des écrans. On a basculé d'une société de l'écrit à une société de l'écran. On les retrouve en manifestation. Voilà donc pour le contexte général. Maintenant, j'en reviens à l'action d'une mission anti-secte du gouvernement qui a écrit plusieurs rapports s'alarmant de la montée du satanisme et du gothisme. C'est la MIVILU, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dans laquelle j'ai fait un stage de 3 mois et que j'ai quitté rapidement parce qu'il se trouve que c'est des RG en fait. On a, pour travailler sur les sectes, jusqu'à il y a pas quelques années, c'était des RG. Les sociologues finalement dérangeaient. Le sociologue est un empêcheur de tourner en rond. Il va sur le terrain, il passe du temps avec les gens pour savoir ce qui se passe, et donc il expose la complexité sociale. Et ça peut déranger certains politiques, ça. Donc il s'alarmait de la montée du satanisme et du gothisme. C'est un danger, écrivait-il en 2007. Les satanistes recrutent sur Internet et dans les concerts métal. Il y a eu des conférences sur le satanisme comme perversion de la jeunesse. L'Assemblée nationale a diligenté une mission parlementaire en mai 2008 pour essayer de faire quelque chose, mais à aucun moment on ne définit ce qu'est le satanisme, de quelle jeunesse on parle, tout simplement. Et donc ça a provoqué quoi? Des inquiétudes. Ces amalgames ont provoqué des inquiétudes entre parents et adolescents. Certaines familles très religieuses obligent leurs jeunes à ne plus fréquenter leurs amis, à jeter tous leurs CD, à raser leurs cheveux longs. J'ai le cas d'un musicien de black metal qui me disait que ses parents l'avaient forcé à raser ses cheveux longs. Il lui avait coupé ses cheveux longs au sécateur. Donc les inquiétudes, c'est ça aussi. On pense que des sectes satanistes recrutent sur Internet face à des adolescents fragiles. Donc c'était voilà le constat quand j'ai commencé ma maîtrise, puis après j'ai continué en DEA, puis ma thèse de doctorat là-dessus. Puis après j'ai travaillé sur les sectes. Et pour montrer déjà, premièrement, que le satanisme n'est pas une secte et qu'il n'y a pas de groupement sectaire sataniste en France. Le problème, c'est des amalgames parce que c'est une culture qui est bien plus bigarrée qu'on ne pense. Ça, c'est une photographie au Hellfest, prise au Hellfest, qui est le premier rassemblement métal en France, qui a énormément de succès. Tenez-vous bien, ce rassemblement musical-là, c'est le 2e plus gros rassemblement musical de France. Il y a 130 000 personnes sur 3 jours. Ça draine énormément de monde, et c'est du rock metal, gothique, hardcore, on pourrait dire aussi. Et on trouve des gens en noir, comme vous voyez dans le fond, mais aussi des gens qui sont là pour s'amuser. Donc c'est bien plus bigarré qu'on ne pense. Donc moi, simplement, posture sociologique, le but c'est assainir le débat, proposer des définitions, la base. Qu'est-ce que c'est que le satanisme? Ensuite, on peut se demander de quelle jeunesse on parle. Seulement après, on peut se demander pourquoi le satanisme attire-t-il la jeunesse? Et le satanisme est-il un délit ou une conduite à risque? Alors, définition de base, simplement pour... c'est la première des rigueurs scientifiques.
malheureusement, c'est occulté par le traitement partial et partiel de la Miviludes et de certains journalistes. Certains journalistes, je dis, pas tous. Qu'est-ce que c'est que le satanisme? Alors, on se dit souvent, c'est le sabbat des sorcières, c'est la sorcellerie, c'est la magie noire, etc. Moi, j'essaie de démontrer dans ma thèse et dans mes livres que les pratiques démoniaques du Moyen-Âge ne sont pas du satanisme et que le satanisme n'apparaît qu'en 1966 en Californie avec l'église de Satan d'Anton LaVey, dont je vais vous parler un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui va ériger un dogme, qui va écrire une Bible satanique, qui va faire des mariages sataniques, des enterrements sataniques, dans une certaine inversion du christianisme, alors que les pratiques démoniaques étaient trop bigarrées, trop éparses. Et quand on parle de isme, les philosophes le savent, quand on parle de isme, normalement on renvoie à un dogme. Or, ce n'était pas le cas des pratiques démoniaques du Moyen-Âge. Tout l'essentiel de mon travail, c'était de montrer qu'il y avait une dichotomie fondamentale entre, d'un côté, l'imaginaire satanique, de type culturel, qui regroupe les BD horrifiques, les séries True Blood, Twilight, les films Dark Devil, Hellboy, etc., etc. Tout cet imaginaire culturel qui est très différent du satanisme de type religieux. Ça, c'était l'essentiel de mon travail. En France, l'imaginaire satanique est en forte augmentation, tandis que le satanisme est ultra minoritaire. Il y a à peine une centaine de satanistes en France. Il y a un seul sataniste à La Réunion. Donc il faut vraiment insister là-dessus. C'est deux démarches différentes. Je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que c'est que le satanisme? Déjà, premier cliché qu'on casse quand on travaille là-dessus, les satanistes ne croient pas au diable. Tiens, c'est bizarre ça. Ça paraît étrange. Les satanistes ne croient pas au diable, c'est-à-dire 80% des satanistes, ceux qui sont dans la lignée d'Anton LaVey, aux États-Unis, ils ne croient pas au diable. Satan, c'est quoi? C'est une entité physique. Pardon, c'est pas une entité physique justement, mais c'est une hypostase de la nature, opposée à l'ascétisme religieux. C'est une force de frappe en fait, qui va permettre à ces adeptes d'acquérir une lisibilité polémique parmi toute l'offre ésotérique. Je me dis sataniste, c'est un symbole de puissance. Et j'ai le courage de me dire sataniste. C'est un symbole de puissance qui s'organise en pratique religieuse. Alors, il y a de multiples organisations. L'église de Satan, le temple de Seth, la première église satanique, Anton LaVey, donc le fondateur. Et il a écrit en 69 The Satanic Bible, traduite en français. Et il va condamner dans ce livre tous les sacrifices humains et les actes criminels. Donc on est loin des clichés comme l'exorciste. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au cinéma. C'est un athéisme qui est poussé, en fait, si vous voulez. Le voilà, Anton LaVey, qui est un excentrique de la contre-culture californienne des années 60. Il avait un tigre chez lui, il y avait des migales, il a choisi du jour au lendemain de peindre sa maison tout en noir. Il organisait des conférences horrifiques. Et il s'est fait appeler le pape noir. Il va recruter Jane Mansfield et d'autres personnalités de la contre-culture des années 60. Voilà son livre, qui est... il n'y a aucune apologie du meurtre ou quoi que ce soit. C'est un athéisme poussé, simplement. Rapidement, sur les 9 affirmations de ce satanisme lavéien, Satan représente le plaisir plutôt que l'abstinence. Satan représente l'existence vitale et non les promesses spirituelles irréalistes, etc., etc. Et je vous ai mis en rouge. Satan représente l'homme simplement comme un animal parmi tant d'autres, parfois meilleur mais souvent pire que ceux qui marchent à quatre pattes, et qui, grâce à son prétendu développement intellectuel et spirituel, est devenu le plus vicieux de tous les animaux. Donc vous voyez, c'est absolument pas nouveau.
nouveau sous le soleil, il n'y a pas de scoop ésotérique. Parmi les symboles, celui-ci, pentagramme inversé. On insiste sur les plaisirs de la chair, beaucoup. Hein. C'est souvent il y a des messes noires satanistes. J'ai assisté à certaines. Il n'y a absolument pas de sacrifice. On peut simplement peut-être couper la tête à une poule pour s'apercevoir qu'elle va continuer à avancer. C'est assez ludique finalement, c'est très libidinal, ça se finit souvent en partie fine. C'est un prétexte en fait. Satan, c'est l'énergie charnelle qu'on a en soi. Hein. C'est très hédoniste en fait. Hein. Michel Onfray n'a rien inventé. Voilà, on retrouve le pentagramme inversé. Un autre symbole, c'est la croix chrétienne inversée. Qu'on retrouve beaucoup plus dans le métal que dans le satanisme en fait. Alors, quelques définitions sociologiques pour essayer d'être précis. Hein. Le but de la sociologie, c'est si le mathématicien est précis avec les chiffres, le sociologue essaie d'être précis avec les mots. Le satanisme est une religion qui mobilise une activité symbolique traditionnelle fondée par Anton LaVey. Celle-ci a engendré une filiation, plusieurs écoles de satanisme, une transmission et un regroupement entre les différents adeptes. Qu'est-ce que c'est qu'un sataniste? C'était une de mes préoccupations pendant ma thèse. À quel moment on peut dire que telle personne est sataniste? Comme à quel moment on peut dire que telle personne est catholique, ou musulmane, ou juive? 4 critères. Il faut connaître la doctrine d'Anton LaVey. Le sataniste est centré sur son ego. Il considère comme première sa liberté individuelle. C'est le culte du je, le culte du moi. Pour ceux qui connaissent, donc Anton LaVey s'est inspiré massivement de Nietzsche en l'instrumentalisant, de Ayn Rand aussi. Il faut se déclarer sataniste. Comme dans toutes les religions, il faut une déclaration de foi. Il faut participer à des rites, pratiquer des codes, des paroles invoquant l'entité ou les symboles diaboliques. Et il faut appartenir à une communauté plus ou moins informelle qui communique essentiellement par Internet aujourd'hui. Les satanistes sont des gens ordinaires. Et bon, effectivement, ça choque un petit peu quand on dit ça. C'est des athées radicaux qui aiment Michel Onfray, Nietzsche, Richard Dawkins. Sauf qu'ils sont anticonformistes et égotistes. Ils acceptent la part sombre de l'être humain, voire même ils la cultivent. Parfois trop. Les satanistes en France, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Ils craignent la caricature, et donc ils demeurent difficiles à approcher. Au contraire des États-Unis, où ils sont plusieurs milliers, en France, les Français ne sont pas très attirés par les organisations satanistes. Et ils sont une centaine dans notre pays. Donc ça s'explique très simplement hein, pourquoi les Français ne sont pas attirés par les organisations satanistes, parce que les Français ne sont pas attirés par les religions, par le dogme religieux de manière générale, tout simplement. Alors qu'aux États-Unis, c'est un modèle différent. Vous rencontrez des églises à chaque coin de rue. En France, c'est différent. Une centaine dans notre pays, 1 ou 2 à La Réunion. Donc très différent du millier de métalleux gothiques qu'on peut retrouver à La Réunion. Dans certains bars comme le Moda Bar par exemple. Vous pouvez retrouver des concerts métal. Il n'y a pas très longtemps à Saint-Pierre, il y a eu un concert d'un groupe réunionnais qui s'appelle Warfield, qui fait du Maloya Metal. Donc je vais vous parler, parce que la vertu du métal, c'est de faire quantité et quantité de mélanges musicaux. Donc voilà un petit peu rapidement pour savoir qu'est-ce que c'est que le satanisme, de quoi on parle. Maintenant, de quelle jeunesse on parle? Cette culture métal gothique concerne des centaines de milliers de jeunes en France. C'est une tribu animée par un imaginaire enténébré. Les fans portent des symboles sataniques et les groupes traitent du diable dans leurs morceaux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont satanistes. On renvoie à la définition que je vous ai donnée avant.
Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du métal? Une définition du métal. Qu'est-ce que c'est que le métal? C'est un terme générique d'origine anglo-saxonne, comme le rock, qui désigne un style musical fondé sur l'usage de guitare électrique et de sons saturés. Si j'ai le temps, je vous passerai un peu de son après. Vous allez voir que c'est très diversifié, il y a des choses très bruyantes, très violentes, il y a des slows, il y a des choses très très douces. Ce métal est né en 1970 avec Led Zeppelin et Black Sabbath, et il connaît aujourd'hui un succès international qui est comparable aux musiques techno ou rap. Voilà le premier groupe de métal, Black Sabbath, avec Ozzy Osbourne au centre. Et vous voyez, vous remarquez tout de suite, les croix chrétiennes très visibles. Parce que justement, avec leur imaginaire enténébré, très rapidement, on a pensé que c'était une secte sataniste qui faisait des messes noires, etc. etc. Ils sont bien servis de ces clichés-là, pour se faire connaître, hein, une logique tapageuse. En fait, ils n'étaient absolument pas satanistes. Ils avaient plutôt la trouille d'ailleurs du satanisme. Et ils sont fait confectionner des croix comme ça pour se protéger des mauvaises ondes, et puis pour bien montrer que ils n'avaient rien à voir avec le satanisme. En 2006, il y a eu un phénomène marquant pour le métal en 2006. Le groupe de hard rock Lordi, avec la chanson Hard Rock Alléluia, va remporter l'Eurovision avec le plus fort total de points jamais atteint. D'autre part, fréquemment, les groupes de métal gothique remplissent des stades de foot, ACDC, en 2000. ACDC, on peut considérer ça comme du hard rock, sous-genre du métal. ACDC qui remplit le Stade de France en 2000, mais aussi dans les années suivantes. Et je vous le disais, donc, ce festival Hellfest à Nantes, qui est devenu le deuxième plus gros rassemblement musical français, avec 130 000 personnes sur 3 jours. Ça devient énorme. Il y a des gens de tous les horizons, surtout des jeunes, mais il y a des métalleux qui ont 60 ans. Il y a des étrangers aussi beaucoup, des Japonais, des Australiens. Voilà un peu ce que ça donne, le Hellfest, vu du ciel. Voilà ce que ça donne du ciel. Vous voyez, c'est assez massif. Hein. Là, vous voyez les tentes. Et les scènes, vous les voyez plus au nord. 10 ans d'existence de ce Hellfest. 10 ans d'existence, aucun délit à recenser. Ça plaît pas aux catholiques qui veulent faire interdire le métal, qui veulent faire interdire ce Hellfest, je vais vous en parler. C'est une histoire qui a monté jusqu'à l'Assemblée nationale. Et en fait, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui tourne? Il peut tourner le cannabis. Très peu de drogue en fait. Très peu de cocaïne, vraiment pratiquement pas. Cannabis, voilà, comme on trouve chez les technomies. Mais beaucoup moins que dans les milieux techno en fait. Notamment pour les musiciens, hein, parce que pour les musiciens de métal, ils ne peuvent pas se charger avant de monter sur scène. C'est pas possible. Hein. Sinon, ils ne peuvent pas assurer sur scène. Hein, parce que les batteurs, notamment, qui ont des performances qui dignes de certains sportifs de haut niveau, tellement ils tapent vite sur la batterie, s'ils sont chargés, ils ne peuvent pas assurer le scène. Donc, la drogue ne peut pas trop être consommée, en tout cas pour les musiciens. On y va en famille aussi. Au Hellfest. On est métalleux de père en fils. Bon, mon but c'est pas de relativiser quoi que ce soit. Hein. Mon but c'est d'exposer à la complexité sociale. Le Hellfest n'accueille pas les groupes extrêmes. Il y a des groupes extrêmes dans le métal, hein, dans toutes les subcultures, il y a des gens qui se perdent. Hein. Je vais vous en parler de ça. Donc le Hellfest n'accueille pas les groupes extrêmes, voire extrémistes. Il y en a quelques-uns. Donc vous voyez, c'est très bigarré en fait. Hein. Et pourquoi donc, avec cette ambiance bon enfant qu'on peut trouver à Nantes tous les ans, pourquoi il y a les amalgames des médias? Alors je tente une explication. Les clichés liés au loupard, aux Hells Angels, aux bikers des années 70 et 80 sont toujours véhiculés par les médias en parlant des métalleux. Je pense que la plupart des métalleux ne connaissent pas trop ce milieu-là, cette tribu.
Et ils assimilent le métal au métal des années 70, avec Motorhead, Lemmy, les Hells Angels, etc. Or, le public métal depuis les années 70 est extrêmement diversifié, et ce type de loupard avec le Harley est devenu ultra minoritaire. Un liqueur qu'on peut retrouver dans la série Sons of Anarchy, qui eux sont dans une dérive, une délinquance. Certains, bien sûr, sont complètement inoffensifs. Et ça arrange certains médias d'entretenir ce cliché. On met les métalleux dans une boîte, le problème est réglé, et on ne prend pas le temps de vérifier ces clichés. L'image du métalleux fait penser à de la délinquance. Pourquoi on ne parle pas du métal dans les médias? Pourquoi? Parce qu'une raison tout simple, je pense. Quand on parle du rap, on a l'impression de faire du social. On fait du social, on s'intéresse aux banlieues, on va s'intéresser au rap. D'accord? Le métal, on ne voit pas trop quelle cause sociale on peut défendre. Donc on préfère pas traiter, puis on ne connaît pas trop. La sociologie apprend que là, il y a une différence très importante. Il faut différencier la marginalité sociale, la délinquance, qui est subie, de la marginalité culturelle, qui est choisie. C'est très différent. La marginalité culturelle, c'est les tribus rap, techno, métal. Mais ce n'est pas de la délinquance, ce pas des jeunes qui vont commettre des exactions. Ils ont choisi, ce n'est pas subi. Comme la délinquance. Si le métal est une radicalisation du rock, en termes musicaux et rituels, le sous-genre black metal est une radicalisation du métal. C'est ce style qui regroupe l'essentiel de l'imagerie satanique. Et tout au long du XXe siècle, dans la musique populaire, il y a une escalade qui est arrivée du blues, va arriver au rock, au hard rock, au metal, au black metal. Donc c'est une escalade subversive tout au long du XXe siècle qui est permise, progressivement permise par nos sociétés occidentales. Un exemple d'un groupe de black metal, vous allez voir le côté très très ritualisé, parce que c'est une jeunesse qui est très très travaillée par le religieux en fait. Là, c'est un décorum de scène du groupe Watain, du groupe suédois. Il y a les tridents, puis les croix chrétiennes inversées. Là, qui est une musique brutale. Mais c'est un sous-genre, simplement, du métal, comme il y en a beaucoup d'autres. Voilà ce que ça donne en concert. Donc on a l'impression de se dire que ces rituels sont dangereux, sont extrêmes, et on oublie les rituels extrêmes de la Grèce antique, simplement. Les bacchanales, hein, les rituels à Dionysos, où il y avait des actes de cannibalisme. C'est beaucoup plus soft que les rituels de la Grèce antique il y a 3000 ans ou 2500 ans. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Donc il y a une volonté là, de tomber en transe dans les concerts avec la musique, d'avoir une sensation forte. Une autre imagerie d'un groupe norvégien qui s'appelle Dimmu Borgir, imagerie médiévale. Donc ça c'est pour l'imagerie satanique. Mais ces personnes-là ne sont pas du tout satanistes. Hein. Attention. Aucun n'a sa carte dans une organisation sataniste. En concert, sur les supports multimédia, musiciens et fans recourent à une forte symbolique religieuse, nom de groupe, d'album, paroles, et se nourrissent d'un imaginaire satanique et païen, voulu subversif. C'est pas un phénomène de mode, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que beaucoup de ces jeunes restent métalleux ou gothiques, même après avoir quitté le domicile familial, et on a des métalleux au Hellfest qui ont 60 ans. C'est pas un phénomène de mode. De quelle jeunesse on parle? De manière générale, les métalleux et les gothiques français sont des jeunes de 12 à 35 ans. En moyenne, c'est là où il y en a le plus. D'accord? Issus de la classe moyenne. C'est massivement classe moyenne. Ils sont bien intégrés, Bac+2 en moyenne.
Ils sont moins soumis au chômage que la jeunesse en général. La jeunesse française en général. Vous voyez que ce n'est pas du tout une jeunesse délinquante. Même s'il peut y avoir des dérives. Qu'est-ce qui se passe lors des concerts? Sous l'égide du charisme des musiciens et de la puissance de leur musique qui les galvanise, les métalleux manifestent des pratiques cathartiques. Headbanging, pogo, jump. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on fait confiance. Hein, parce qu'on fait confiance à ce que les copains nous accueillent en dessous. Et qu'il y ait des mains pour nous soutenir. Il y a une amitié, une entraide très importante dans ces phénomènes de stage diving. On fait confiance aux autres. Il y a du pogo, il y a parfois des coups qui partent involontairement et on s'excuse tout de suite en général. C'est très codifié en fait. Hein. C'est pas du tout anarchique. Voilà le symbole de ralliement du métal dans le monde. Les cornes du diable, on va dire. Le signe de la bête. Et là, j'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop, figurez-vous que George Bush est un métalleux. Eh oui, il fait les cornes du diable. C'est un métalleux, George Bush. Non, en fait, pas du tout, c'est un born again. Born again Christian, c'est un protestant évangélique qui aime sans doute pas trop le métal en réalité. Hein. Pourquoi il fait ça? Simplement parce que c'est le signe W, le W. Pour être différent de son père, George Bush. Lui, c'est George W. Bush. Voilà son W. Donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi cette jeunesse qui comporte très peu de satanistes est avide d'imaginaire satanique. En fait, cet imaginaire est vécu comme un folklore, pardon. Les paroles sont rarement lues en concert parce que souvent on ne les comprend pas. On ne peut pas les comprendre parce qu'elles sont criées ou beuglées. On parle de vocalistes, on ne parle pas de chanteurs, pour ce qui est du métal extrême. On a des cris du gutturaux. Il y a une animalité qui ressort. Les métalleux se construisent là-dessus aussi. Il faut ressortir l'animalité qu'on a tous en nous par le cri guttural. Et la plupart se moquent aujourd'hui du satanisme. Ils amalgament une religion qui inverse le christianisme. C'est plus compliqué que ça en réalité. Hein. Parce que maintenant les gens ont beau jeu, les métalleux ont beau jeu en disant balayez ça d'un revers de main, le satanisme c'est n'importe quoi, c'est simplement inverser le christianisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Et ils se moquent maintenant du satanisme parce qu'on leur a tellement collé ça à la peau, notamment les médias. Maintenant, il y a d'autres concepts très populaires comme le néopaganisme, Tolkien, Seigneur des Anneaux, les Vikings, les Celtes, les mythologies. Et on a une vague de métal folklorique qui se développe énormément avec ce groupe suisse qui a énormément de succès, qui s'appelle Helluvécy. Vous voyez, qui fait du métal avec du violon, des binious, je crois que c'est une viole de gambe à gauche, des flûtes, tout ça mélangé, guitare basse batterie. Voilà. Je vous ferai écouter pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est comme il y avait du rock celtique, hein. Il y a du métal celtique en fait. C'est ça. Voilà ce que ça donne en concert. Donc ça c'est le courant métal folklorique qui a de plus en plus de succès. Qui est en train de prendre le pas sur l'imaginaire satanique d'ailleurs. Il y a ça, il y a aussi un courant de métal chrétien. Le white metal. C'est vieux déjà ce courant-là. Vous voyez que c'est beaucoup plus bigarré qu'on pense. Ça c'est un chanteur. Je ne sais pas si c'est un chanteur de corne, je crois. J'ai accepté le Christ dans ma vie, j'ai eu le sentiment de comprendre enfin le sens de ma vie. Pour vous dire que ça travaille. Le religieux travaille beaucoup les métalleux.
même s'ils ne sont pas religieux. Des questions religieuses. Ils travaillent beaucoup. Il y a eu le cas d'un célèbre groupe français qui s'appelait Anorexia Nervosa, qui a eu beaucoup de succès en France, qui est splitté depuis 2004, dont le chanteur était partisan d'un catholicisme d'avant Vatican II. Vous voyez à droite, Renmar, il s'appelle. Et ils sont devant la cathédrale de Limoges, en fait. Ils adorent cette imagerie-là, très esthétique. Vous voyez que c'est très très normé, en fait. Il y a une recherche d'absolu chez beaucoup de ces personnes. Et donc Renmar, ce chanteur, me disait, la plupart des gens existent, mais peu de gens vivent vraiment. Peu de gens incarnent leur existence. Et lui, il essaie d'incarner son existence le plus possible. Je crois que c'est une citation de Oscar Wilde. Vérifier. Alors, c'était une annexe de ma thèse où je m'étais amusé à recenser tous les sous-styles du métal et tous les imaginaires correspondants. Vous voyez donc le métal extrême à gauche, le métal souche et le métal alternatif. Donc black metal, death metal, grindcore, c'est les métals les plus violents. Doom metal, métal très très lent, fondé par Black Sabbath. Si ça vous intéresse, je pourrais vous passer du son là-dessus. Metal souche, qui est en fait le hard rock, le début. AC/DC, Guns N' Roses. Kiss aussi, avec une voix claire, très peu de saturation. Le métal alternatif, néo-métal, hardcore. Et avec les imaginaires correspondants. Le black metal, par exemple, n'est vraiment pas une musique urbaine. C'est le contraire, c'est vraiment imaginaire satanique, imaginaire païen. C'est la force des éléments, le père nature. Parce qu'en fait, c'est pas la mère nature, il y a un côté très paternaliste en fait. Colère, rage, haine, nihilisme. Musique anti-urbaine. Au contraire du hardcore, du néo-metal, du rap metal de Rage Against the Machine par exemple, qui est très urbain, très politisé. J'avance donc de quelle jeunesse on parle. Au niveau de l'éducation, rapport étroit avec la religion pour cette jeunesse. 70% étaient élevés et baptisés chrétiens. Mais 80% se disent athées aujourd'hui. Beaucoup se sont rebellés contre leur éducation chrétienne et le catéchisme qu'ils ont mal vécu. Notamment, oui, je vous disais, le catéchisme. Et ça, c'est un problème beaucoup plus général. Hein. C'est absolument pas nouveau, ça. Quantité de Français pourraient se retrouver dans ce profil-là. Hein. L'antichristianisme, au départ, est là pour s'affirmer. Il y a une recherche de puissance pour vivre en marge du pouvoir. Parce que ces métalleux, de manière générale, ne votent pas. Ils sont massivement apolitiques. Donc ils vivent en marge du pouvoir. Et la recherche de puissance, elle est symbolique, mais elle est musicale aussi. On recherche la puissance dans la musique. C'est ça qui vous explique. Ils sont donc interpellés par les questions religieuses, terrorisme, intégrisme. Et tout ça renforce le bien fondé de leur athéisme et de leur refus de toute adhésion culturelle. Mais bon, c'est des critiques antichrétiennes qui sont bien connues, qui sont en phase avec beaucoup d'athées aujourd'hui. Par exemple, on va dénoncer les crimes de l'Église au cours de l'histoire, on va parler de l'Inquisition. On va critiquer le refus des plaisirs de la chair, le côté soi-disant arriéré, has-been du christianisme. Et on va se faire les choux gras des affaires de pédophilie au sein de l'Église, qui vont renforcer ces jeunes dans leur jugement sommaire. Alors il y a plusieurs degrés. Il y a des jeunes qui vont lire la Bible, qui vont lire Nietzsche, qui vont muscler leur critique. Il y en a d'autres qui vont rester simplement aux amalgames. La toile de fond, il y a une défiance de cette jeunesse. Et là, c'est de manière... Je vais ouvrir une parenthèse de manière beaucoup plus générale, pour retrouver quelque chose de bien plus large. La toile de fond plus générale, c'est une défiance dont j'ai appelé avec un collègue, une défiance envers les 5 P. Le père, il est has-been. Le prêtre, c'est tous des pédophiles, c'est bien connu. Le professeur, il connaît rien. Le patron, il m'exploite.
Le politique, il me baratine, il est corrompu. Et ça, on a des preuves tous les jours. Hein, Big Malion, aujourd'hui. Hein. C'est une jeunesse qui est dans cette défiance qu'on retrouve massivement dans la société française, qui peut expliquer peut-être d'une certaine façon le vote massif aujourd'hui pour le Front National. Hein. Donc c'est une toile de fond beaucoup plus générale dans laquelle on peut insérer les métalleux. Je reviens à cet athéisme, je ferme la parenthèse. Cet athéisme qui est donc partagé par de nombreux Français, c'est quoi la logique? Ben, ces métalleux s'intéressent au sacré, mais ils refusent le religieux. Car le second est le bras armé du premier. Le religieux est le bras armé du sacré. Le religieux est dans le monde, il est temporel, alors que le sacré est un synonyme de liberté. On va opposer un sacré transcendant à un religieux contingent. Le sacré, ce sacré transcendant, il est respectable, parce que c'est la racine, alors que l'autre est méprisable, parce que c'est de l'institutionnel, c'est du dogme. Et donc ces métalleux, ces gothiques, comme beaucoup d'autres Français, ils vont dissocier le noyau séduisant du sacré de l'enveloppe casuelle du dogme. Donc je vous disais, ils sont massivement areligieux et apolitiques. Il y a une rébellion contre l'ensemble normatif, parentalité, moralité, religion, politique. Voilà, la normativité, la loi du père aussi, si on empruntait une considération psychanalytique freudienne. La loi du père. En fonction de leur âge et de leur maturité, ils vont osciller entre des provocations pour tester leur marge de manœuvre face à l'autorité, ou parfois des critiques plus argumentées, je vous le disais tout à l'heure. Ils vont critiquer le dualisme judéo-chrétien, corps-âme, immanence-transcendance, et brandir Nietzsche. Voilà pour répondre à cette question de quelle jeunesse on parle. Maintenant, cette question du diable est très actuelle. Le diable inonde littéralement les produits culturels aujourd'hui. Et c'est un gros paradoxe. C'est quand même incroyable. On ne croit plus au diable, pourtant il est devenu une icône très populaire dans notre société. C'est quand même incroyable. Et il touche même l'alimentaire aujourd'hui. Vous avez un démoniaque bacon chez Quick. Vous pouvez sortir, vous allez chez Quick, vous pouvez commander un démoniaque bacon. Et bière au nom morbide, mort subite. Ça inonde les sphères culturelles, les thrillers, il y a les thrillers littéraires, les films d'horreur, dont je vous parlais, la mode vestimentaire, les chaussures sorcières. Voilà pour vous mettre en appétit le démoniaque bacon. Des ingrédients diaboliquement savoureux. Le démon du goût est plus fort que tout. Alors on peut se dire que finalement cette logique est jusqu'au boutiste. Parmi les clichés de black metal que je vous ai montré, c'est la critique argumentée peut-être que certains font à cette jeunesse, en disant ils voient là dans cette jeunesse une banalisation du jusqu'au boutisme, une banalisation de l'extrême. Est-ce que cette jeunesse peut encore avoir des plaisirs sains? Du style coucher de soleil. Marcher et éprouver tant de plaisir à fouler le gazon, un gazon fraîchement coupé. C'est une critique de certains intellectuels. Mais bon, ceci dit, on peut dire qu'avec le métal folklorique dont je vous ai parlé, il y a un retour à la terre qui se fait. Il y a un régionalisme. Et du métal folklorique breton, avec des velléités indépendantistes aussi parfois. Le celtic metal. Je vous parlais du métal chrétien. On a toujours des surprises quand on étudie cette jeunesse. On s'ennuie pas. C'est une culture qui passionne certains hommes d'église. Bon, la plupart s'inquiètent du succès du métal, mais quelques prêtres se passionnent pour cette musique. Et il y a même un prêtre du sud de la France que je connais bien, avec qui j'ai fait pas mal d'entretiens. Un prêtre du sud de la France s'appelle Robert Cula, qui défend le métal dans une enquête statistique. Le voilà, Robert Cula, à côté d'un métalleux. Et lui, Robert Cula, est un fan de death metal. Donc c'est pas le genre le plus calme, hein. C'est même un des genres
violente, simplement il y voit une musique religieuse. Et certains musiciens disent, moi je fais une musique sacrée inversée. Voilà le livre de Robert Kulla, L'âge du métal. Vous voyez, Opeth, chanteur d'Opeth, son groupe favori. On a même mieux que ça, figurez-vous qu'on a un moine italien qui est chanteur de death metal. Un groupe italien qui s'appelle Fratello Metallo. Vous voyez sur scène à droite, il est en costume, et il chante et il bugle. Pardon ? Mais en fait, il est dans le white metal, je vous disais. C'est le rock, on le sait qu'il y a du rock chrétien. Comme il y a du rock chrétien depuis longtemps. Il y a des gens, des rockers qui chantent les évangiles dans leur musique. Il y a des métalleux qui chantent les évangiles dans leur musique, c'est pareil. Il y a une filiation. Vous voyez, c'est une culture bourrée de paradoxes. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ce paradoxe, en fait, c'est vraiment ce qui définit mieux le métal. Et les jeunes se construisent là-dessus, se construisent sur ce paradoxe. Hein, sur ces oppositions, héros, thanatos, culture de mort, pulsion de vie, pulsion de mort. Hein, ça les équilibre, ça. Hein, ce paradoxe. C'est peut-être une culture du paradoxe. Ce qui définit peut-être le mieux ces métalleux. Vous voyez là dans les pogos au Hellfest, qui permet d'en arriver à cette polémique qui va éclater en juin 2012. Je vous fais un résumé de cette polémique. En fait, pourquoi les catholiques fondamentalistes ont attaqué le Hellfest? Parce que ce festival à Nantes est financé pour une partie par la région Poitou-Charentes. Financé par le contribuable. Et donc, beaucoup de catholiques se sont indignés que l'argent public parte dans des manifestations antichrétiennes et violentes, selon eux. Donc il y aura une action en justice. Voilà un petit peu l'effet marquant. Action en justice intentée par certains milieux catholiques. Il y a alors les interventions d'un député fan de métal, qui s'appelle Patrick Roy, à l'Assemblée nationale, un député métalleux. Et Frédéric Mitterrand à l'époque va lui répondre. Alors Patrick Roy va être conspué par l'Assemblée nationale. Il y aura des pétitions pour ou contre. Philippe de Villiers, Christine de Boutin vont monter au créneau, vont condamner ce festival sataniste. Demande de retrait des subventions, l'aide adressée aux grandes entreprises subventionnant la manifestation, aspersion d'eau bénite sur les lieux du festival et mise en terre d'objets liturgiques sur les lieux du festival. Un tract pour faire interdire le festival. Tous les ans, il y en a. Une fête de l'enfer à Clisson. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent les paroles. Reign in blood, le Slayer, régner dans le sang. Hell awaits, en attendant l'enfer. Bienvenue en enfer, etc., etc. Alors, je vous disais, les paroles sont beuglées ou criées, donc on ne les entend pas. Et le métal n'est pas une musique de texte. Le métal, c'est une musique de saturation. C'est pas comme la chanson française où on s'attelle vraiment au texte. Le voilà, Patrick Roy. À l'Assemblée nationale, il brandit un exemplaire d'un magazine qui s'appelle Rock Hard. C'est un fait complètement unique dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Donc lui est fan de Opeth, de Led Zeppelin, de Black Sabbath, et aussi donc du death metal. Son fils aussi est fan. Il a été applaudi, il a été conspué par la droite, applaudi par la gauche. Et il a visité le Hellfest, vous voyez, en 2011. Alors, vous voyez, 1957-2011, oui, parce que Patrick Roy s'est fait connaître aussi dans les médias pour son cancer. Il va avouer très vite son cancer à l'Assemblée nationale, vous voyez là, donc, cancer du pancréas. Elle est plus dure.
vous voyez, avec beaucoup de kilos en moins, il n'a pas réussi, il va avoir une rémission, puis il va être emporté. Et donc cette polémique, quel est le résultat de cette polémique? Médiatisation sans précédent du métal en France et record d'entrée pour le Hellfest. Les médias vont prendre la défense du métal et vont railler les milieux catholiques en question, qui vont être dégoûtés de leur action en justice. Et ça va faire un buzz terrible pour le Hellfest, et c'est à partir de là que le Hellfest est devenu le deuxième ou troisième plus gros rassemblement musical de France. L'édition qui arrive en juin, hein, le 20 juin, en très peu de temps, elle est déjà complète depuis 4 mois. Ça fait 4 mois déjà que vous ne pouvez pas payer votre place. Alors, est-ce que ce Patrick Roy serait le symbole d'une nouvelle vision du métal en France? Parce qu'effectivement, depuis ces polémiques-là, on assiste à un revirement des médias devant la loi du nombre, on a envie de dire. Les métalleux sont quand même très très nombreux maintenant. L'Assemblée nationale, le 15 mars 2011, l'écoute religieusement, après l'avoir conspué en juin 2010. Et plusieurs députés sont très émus par son combat contre la maladie. Et sa défense du métal passe aujourd'hui comme une défense de la diversité culturelle. Et juste avant sa mort, il avait discuté avec le patron de France Télévisions pour une éventuelle émission métal sur une grande chaîne nationale. Ça n'a jamais vu le jour. Et le Hellfest a fait une campagne, après cette polémique, ils ont fait une campagne ad hoc, spécifique, un clin d'œil, une campagne en forme de clin d'œil aux attaques catholiques. Voilà la campagne, dans Music or Religion. Notre musique, notre religion. Cette polémique, j'ai parlé avec les responsables, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Ils étaient aux anges quand ils ont vu la tournée après ça. Parce qu'ils savaient très bien derrière que ça allait avoir énormément de personnes. Voilà donc pour cette polémique. Maintenant, la différence entre ces métalleux et le satanisme. Alors, si ces métalleux ne posent pas de trouble à l'ordre public, le satanisme non plus ne cause pas de trouble à l'ordre public. C'est une adhésion religieuse qui est reconnue dans plusieurs pays. Après, on en pense ce qu'on en veut. Les métalleux qui soient anti-religieux ou pro-religieux sont rarement impliqués dans un culte. Il y a quelques métalleux, il y a très très peu de métalleux qui adhèrent à une organisation sataniste. Et quand c'est le cas, ils ne commettent pas des faits délictueux, conduitarisme. Et ce choix du satanisme est un choix spirituel reconnu par certains pays. En 2004, la marine britannique a reconnu le droit à un de ses marins de pratiquer le culte sataniste en son sein. Donc on ne peut pas dire que c'est un danger pour l'ordre public. Les satanistes ne sont pas des terroristes. C'est pas de secte sataniste. L'ami Vilude parlait de 40 000 satanistes en France, simplement du fantasme, qui tronque la réalité du terrain. Satan, c'est simplement un symbole polémique, anticonformiste. On va refuser la société de consommation qui fabrique des moutons. Je vous ai mis un tableau que le professeur des Beaux-Arts doivent connaître peut-être, je ne sais pas, Cédric. Qui, donc, vous voyez, c'est des moutons qui s'enfoncent dans leur vase. Et le fait de se dire sataniste, on se lance un défi. Est-ce que tu auras le courage de te dire sataniste? Est-ce que tu auras le courage d'ouvrir la Bible satanique? Le métal gothique débouche très rarement sur le satanisme. Le jeune va se documenter sur le satanisme pour alimenter son imaginaire. Il va lire la Bible satanique comme une curiosité pour répondre à son besoin de subversion, de construction, de recherche identitaire, au même type qu'une BD horrifique. En France, les métalleux sont très rares à adhérer à une organisation sataniste, je vous le disais. Donc deux logiques différentes dont je vous parlais. En France, parmi 80% des métalleux qui se déclarent athées, seuls 2% se déclarent satanistes. Bon, je vous disais que ce n'est pas suffisant pour statuer. Selon les définitions que j'ai avancées, ce n'est pas suffisant. Mais c'est une indication.
faut vraiment faire une distinction entre l'attrait culturel et l'adhésion religieuse. On va être fasciné par L'Exorciste, par Twilight, True Blood, mais à aucun moment on va prendre sa carte pour l'église d'Anton LaVey, pour l'église de Satan. Maintenant, qu'est-ce que ça fait le métal à ces jeunes-là? Qu'est-ce que ça leur fait? Comment ils se construisent concrètement avec ça? Le métal est considéré comme un exutoire. Ces pratiques juvéniles sont souvent bénéfiques dans leur capacité à encadrer la violence quotidienne, c'est-à-dire la violence frustrée, compulsive. Et on va balancer toute cette mauvaise énergie, ces mauvaises ondes. Tout ça, on va libérer tout ça, on va se libérer tout ça en concert. Exemple d'un entretien avec un métalleux. Il me disait, quand je rentre du boulot, excédé, je me mets un album de métal, ça me permet de faire sortir toutes les vacheries que m'a fait endurer mon patron toute la journée. Et ça me fait beaucoup de bien. Plus philosophiquement, on pourrait dire que donc il y a une recherche de faire quelque chose avec cette part sombre. On côtoie le mal pour mieux le contrôler et pour y découvrir le bien dont il est également porteur. Peut-être qu'on pourrait voir là des liens avec Georges Bataille, je ne sais pas, avec d'autres philosophes qui ont travaillé sur la part sombre. Donc c'est une culture qui est apparemment morbide, mais en réalité elle homéopathise la violence. Elle va équilibrer le psychisme de bon nombre de ces jeunes. C'est une catharsis des pulsions agressives, qu'on connaît depuis Aristote. Ça a 2500 ans, ça. C'est des effets qu'on retrouve aussi dans les films d'horreur, dans certains jeux vidéo. Ce Satan forme un espace ludique, expérimentant les possibles normalités de demain. J'avais conclu un de mes livres de cette façon. Le Satan sacré des églises a laissé la place au Satan profane de la boue des festivals. C'est-à-dire que le diable a complètement muté, il est devenu culturel. On l'a instrumentalisé dans tous les sens, on l'a tordu dans tous les sens. On fait un petit peu ce qu'on en veut et il nous sert aujourd'hui à nous construire. Alors je suis presque à la fin. Je vais simplement parler des rares dérives criminelles qu'il y a eu. Je disais, il ne s'agit pas du tout de défendre le métal, de le condamner, de l'encenser, quoi que ce soit. Il s'agit simplement de présenter la réalité sociale et ce qui s'est passé. Comme dans toute subculture, vous trouvez le gangstara aux États-Unis, ou dans d'autres subcultures, il y a des dérives criminelles. Il y a eu des églises en Norvège, au début des années 90, qui ont été incendiées. Je vais vous en parler brièvement. Il y a eu des dérives du black metal en Norvège au début des années 90. Il y a des suicides, des meurtres, des incendies d'églises. Il y a une volonté pathologique d'établir une secte musicale. C'est des jeunes qui ont continué l'escalade de la subversion, vous voyez, commencé initié par le blues, rock, hard rock, etc. Ils ont continué, ils ont voulu aller jusqu'au bout, et à un moment donné, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure, il y a eu le passage à l'acte. Où leur imaginaire est devenu, où ils se sont dit, bon, l'étape supérieure, c'est transformer l'imaginaire en exaction. C'est un milieu particulier, c'est la Norvège, il fait nuit très longtemps. C'est pour ça que cette musique, ce black metal, est massivement menée en Scandinavie. Et donc là, vous voyez à droite un musicien qui a filmé son acolyte après que ce dernier se soit tiré une balle dans la tête. Et vous voyez donc la cervelle, pour le côté extrême, jusqu'au boutiste. Ça, c'est les années 90. Ça ne s'est pas reproduit depuis. Et c'est condamné par l'ensemble des métalleux. Voici les incendies, les églises qui ont été incendiées. Une vingtaine. Je vous parle de ça parce que ces églises-là ont été incendiées par un personnage que vous avez vu dans l'actualité en juillet 2013. Il a fait la une de l'actualité en juillet 2013.
D'un seul coup, mon portable sonnait tout le temps. Le journaliste voulait avoir un topo sur ce personnage-là, Varg Vikernes. C'est lui qui a incendié 20 ans plus tôt ces églises-là. Parce qu'il voulait goûter le christianisme hors de Norvège. Parce que le christianisme est arrivé tardivement en Norvège. Il y a un contexte très particulier, qui n'est pas du tout celui de la France. Et donc en fait, il est interpellé en juillet 2013, notamment par sous ordre de Manuel Valls, parce qu'il détenait des armes à feu et on pensait qu'il était en contact avec Anders Breivik, le tueur norvégien. En fait, Varg Vikernes détestait Anders Breivik, il le conspuait, il l'a dit, et puis il a été relâché très rapidement. Ceci dit, le personnage est raciste, clairement raciste et survivaliste. C'est-à-dire qu'il ne va pas au supermarché, vous et moi, pour acheter sa viande. Il sort avec sa carbine de long rifle, il va aller chasser l'ours dans les Pyrénées. Et il le rapporte chez lui. C'est ça le survivalisme. Donc, explication de ces dérives-là. Comment on peut expliquer ça sans le justifier, essayons d'avoir une explication sociologique qu'on peut peut-être appliquer aux jeux vidéo. Effectivement, il y a quelques jeunes qui se perdent et qui vont peut-être commettre des profanations. Mais ils se perdent parce qu'ils souffrent avant leur découverte de cet univers, je dis bien avant, soit d'un environnement familial problématique, soit de troubles du comportement, ou alors de l'emprise d'un grand frère charismatique. Et ça, c'est une dizaine de délits graves en France. Depuis les années 70-80. Le métal est présent en France. Donc c'est comme ça qu'on... Donc le métal de gothique n'est pas responsable des passages à l'acte. Si un jeune a des troubles du comportement et psychotique, ça ne va pas l'arranger. Comme les jeux vidéo ne vont pas l'arranger. Comme l'alcool ne va pas l'arranger. Vous voyez ? Effectivement, si aussi il y a un environnement familial problématique. Voilà donc le petit topo sur les quelques dérives. Je termine par un de mes terrains récents. J'ai effectué une traduction, et je vous mets là si vous voulez la regarder. Le métal dans les pays musulmans. Cette jeunesse qui a contribué au printemps arabe. Je vais terminer là-dessus. C'est intéressant parce que être métalleux en Iran, c'est comme être homosexuel, c'est-à-dire c'est un stigmate et c'est aussi dur pour les jeunes musulmans. C'est une lutte contre l'intégrisme. Être métalleux ici, c'est comme être homosexuel. Vous mettez votre vie en danger. C'est un Iranien qui déclare ça. En Iran, pour écouter du métal, il faut non seulement être chez soi, mais carrément sous terre, dans des caves ou des garages. Lorsque des concerts sont parfois autorisés, ils sont toujours strictement réglementés, et même alors, ils peuvent être annulés quasiment sans préavis en plein milieu. Une déclaration de Sajid, un métalleux du Pakistan. Le métal, c'était vraiment le sang qui correspondait parfaitement à l'agressivité qu'on ressentait en vivant dans une dictature. Et c'est ce qui nous a permis de faire sortir sainement notre colère. En Iran, au Pakistan, en Palestine, on comprend très vite que ce n'est pas que de la musique, le métal. On doit engager toute sa vie, et c'est ce qui renforce paradoxalement le degré d'attachement. Un petit point sociologique. Quand on est minoritaire, on a tendance à être plus convaincu que lorsqu'on est majoritaire. Pourquoi? Parce qu'on va... Les individus qui vivent en marge dans leur milieu vont être confrontés à une contradiction plus importante que ceux qui sont majoritaires dans leur milieu. Face aux arguments opposés, nombreux sont ceux qui vont abandonner leur passion. Donc il y a une sélection drastique, une sélection sévère là. Et ceux qui résistent, qui continuent d'être métalleux, sont ceux qui ont une conviction plus forte. Ils ont éprouvé jusque dans leur chair leur passion. Et il y en a plein qui vous expliquent, ils vous disent j'ai du métal dans les veines, là, qui coule dans mes veines. Et à l'inverse, les croyants des groupes majoritaires n'ont pas eu l'opportunité d'être confrontés à une si grave opposition. Donc il y a une sélection des croyances
Donc la probabilité de rencontrer des individus qui croient à 100% à leur croyance est plus importante dans les groupes qui sont minoritaires dans leur milieu que dans ceux qui sont majoritaires. J'en ai presque terminé. Donc les métalleux minoritaires et qui risquent leur vie en Iran et au Pakistan ont fait du métal leur raison de vivre. Et ils vous disent, regarde, j'ai du métal dans les veines. Je termine par une citation. Peut-être que je vous l'ai donnée avant ou pas. Le métal est dans notre sang, c'est pas un divertissement, c'est notre souffrance. Oui, je vous l'ai donné avant ça. La musique est tellement puissante qu'elle peut rapprocher les gens, dit Ali. Que l'un soit afghan et l'autre martien, elle vole au-dessus des frontières et trouve son public, qu'importe la détermination des gouvernements à la limiter. Quand je me suis retrouvé avec tous ces gens au festival Bariza Rock, j'avais l'impression d'être une petite goutte d'eau au milieu d'un océan. Et on s'est aperçu, en tout cas c'est ce que rapporte mon collègue sociologue anglais Mark Levine dans ce livre-là, que beaucoup de métalleux du Maghreb ont participé au printemps arabe. Derrière les claviers, la révolution Twitter ou Facebook, il y avait pas mal de métalleux. Join the Revolution. Et donc je vous propose de vous joindre à la révolution. Merci à vous.